Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé détaillé de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 499, un épisode charnière où la peur s'installe durablement, où les certitudes s'effondrent, et où la vérité devient une menace mortelle. Dans cet épisode, plus rien n'est stable. Après la fusillade, Luna et Martin ne font plus confiance à personne. La protection promise n'a pas tenu. Les balles ont parlé, et avec elles, une évidence brutale, rester visible, c'est risquer de mourir. Alors ils disparaissent. Volontairement. Dans l'ombre. En demandant à Blanche un service qui change tout. Les cacher. Les soustraire au regard. Les mettre hors radar, même si cela signifie franchir une ligne irréversible. Blanche accepte. Pas par défi. Pas par provocation. Mais parce qu'à cet instant précis, l'urgence humaine écrase les règles, et parce qu'il y a des situations où obéir ne protège plus. Ce choix, lourd de conséquences, enclenche une mécanique dangereuse. Désormais, le silence devient une arme. Et chaque mensonge, une protection fragile. Pendant ce temps, au commissariat, quelque chose se brise. Idriss ne se contente plus d'enquêter. Il observe. Il analyse. Il doute. Les incohérences s'accumulent, les gestes interrogent, les réactions dérangent. L'attaque contre Luna et Martin n'était peut-être pas qu'un coup de chance pour les criminels. Et si quelqu'un avait laissé faire ? Pire encore, et si le danger venait de l'intérieur même de la police ? Ce doute ronge Idriss. Il fissure la confiance entre collègues. Il transforme chaque décision en question. Et il fait naître une peur bien plus insidieuse que celle des balles, la peur de se tromper de camp. En parallèle, une autre affaire progresse, plus silencieuse, mais tout aussi glaçante. La mort du SDF Greg. Longtemps reléguée au rang de drame invisible, elle trouve enfin une réponse judiciaire. L'ADN parle. Le coupable est identifié. Mais cette vérité factuelle ne suffit pas à apaiser les consciences. Car derrière la résolution, demeure une question obsédante. Comment une violence aussi extrême a-t-elle pu surgir dans un univers déjà brisé par la précarité ? Ce n'est pas le pourquoi qui hante les esprits. C'est le comment. Comment un objet banal devient une arme ? Comment une altercation dégénère ? Comment l'irréparable s'impose, sans retour possible ? Et pendant que certaines vérités émergent, d'autres restent enfouies. Au Mistral, l'inquiétude grandit. Les absences se font lourdes. Les silences deviennent assourdissants. Luna et Martin ont disparu, et chacun comprend instinctivement que ce n'est pas une simple absence, mais le signe d'un danger imminent. Cet épisode 499 tisse une toile étouffante où les enquêtes s'entremêlent, où les soupçons se déplacent, et où la frontière entre protecteur et menace devient floue. Plus personne n'est totalement en sécurité. Plus personne ne peut se permettre de faire confiance les yeux fermés. Alors installez-vous. Parce que dans cet épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, chaque décision peut coûter cher, chaque vérité peut tuer, et chaque silence cache peut-être une trahison. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, la confiance envers la police se fissure dangereusement, tandis que les soupçons commencent à ronger Idriss de l'intérieur. En s'approchant de sa voiture, Blanche Marcy est prise de court. À l'arrière du véhicule, elle découvre Luna Torres et Martin, cachés, nerveux, encore sous le choc. Luna ne tourne pas autour du pot. Elle lui explique que la police devait les protéger, mais qu'elle n'a pas réussi à le faire. Après la fusillade, la peur a pris le dessus. Elle lui demande alors un service immense, presque impossible. Les cacher. Les emmener quelque part où personne ne pensera à les chercher. La demande est grave, lourde de conséquences. Aider Luna et Martin, c'est choisir de ne pas prévenir la police, de sortir du cadre légal, et de s'exposer soi-même au danger. Blanche hésite à peine. Elle accepte. Ce choix n'est pas dicté par la rébellion, mais par l'urgence et par l'instinct. À cet instant, protéger un adolescent traumatisé passe avant les procédures. Elle démarre et les conduit vers un lieu sûr, en secret, rompant volontairement le lien avec les forces de l'ordre. Pendant ce temps, au commissariat,
la tension est à son comble. Idriss Salem laisse éclater sa colère face à Stanislas. Il lui reproche de n'avoir rien fait pour sauver Luna et Martin lors de l'attaque. Selon Idriss, Stanislas s'est laissé neutraliser par un tasé bien trop facilement. Une passivité qui ne colle pas avec la gravité de la situation, ni avec l'urgence de protéger un témoin capital. Ce reproche n'est pas anodin. Il marque une rupture. Idriss ne parle plus seulement d'un raté opérationnel. Il remet en question l'attitude de son collègue, son efficacité, peut-être même sa loyauté. Après tout ce qu'ils ont découvert, après les incohérences relevées dans l'enquête, cet épisode vient renforcer un malaise déjà bien présent. Deux mondes avancent désormais en parallèle. D'un côté, Luna et Martin disparaissent volontairement des radars pour survivre. De l'autre, Idriss commence à douter sérieusement de ceux qui sont censés être de son côté. Et dans cette affaire où la vérité dérange et où les témoins sont pris pour cible, ces fissures internes pourraient bien devenir aussi dangereuses que les criminels qu'il cherche à arrêter. Steve demande à Morgan de le tenir au courant de l'enquête sur la mort du SDF Greg, il a été très touché par cette histoire. Le légiste a confirmé que le SDF a été tué. Il croise Charlotte sur les lieux l'objet qui a pu le frapper. Steve dit que dans le caddie de Greg, il y avait un balai. Théo, étudiant en criminologie, débarque au pavillon des fleurs pour interroger Blanche. Il aimerait qu'elle lui parle des femmes en réinsertion pour son mémoire. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, une autre affaire continue de se tisser en parallèle, plus discrète, mais tout aussi lourde de sens. Profondément marqué par la mort du SDF Greg, Steve demande à Morgan de le tenir informé de l'avancée de l'enquête. Cette histoire ne le laisse pas indifférent. Elle le touche personnellement, comme si elle révélait une violence sourde que beaucoup préfèrent ignorer. La confirmation tombe rapidement. Le légiste a établi que Greg a bien été tué. Il ne s'agit pas d'un accident ni d'une fatalité liée à la rue, mais d'un acte volontaire. Sur les lieux, Steve croise Charlotte, concentrée sur les éléments matériels. Un objet retient particulièrement l'attention. Celui qui a pu servir à frapper la victime. Steve se souvient alors d'un détail qui prend soudain une importance capitale. Dans le caddie de Greg, il y avait un balai. Une information en apparence anodine, mais qui pourrait bien devenir une pièce clé pour comprendre la scène et le déroulé des faits. Ce genre de détail, souvent négligé, peut pourtant faire basculer une enquête. Cette affaire souligne une réalité brutale. Même les morts que l'on croit invisibles méritent justice. Et pour Steve, cette vérité devient de plus en plus impossible à ignorer. Dans un registre totalement différent, mais tout aussi humain, le pavillon des fleurs accueille une visite inattendue. Théo, étudiant en criminologie, vient à la rencontre de Blanche Marcy. Son objectif est clair. Il travaille sur un mémoire et souhaite recueillir son témoignage sur les femmes en réinsertion, un sujet complexe, sensible, où les parcours sont souvent marqués par la rupture, la stigmatisation et la reconstruction difficile. Blanche représente pour lui une source précieuse. Elle connaît ces femmes, leurs combats, leurs échecs et leur renaissance. Cette demande académique ouvre une nouvelle porte. Celle d'un regard extérieur sur des trajectoires de vie cabossées, souvent jugées trop vite, rarement écoutées. Ainsi, tandis que certaines enquêtes exposent la violence brute et la mort, d'autres mettent en lumière la nécessité de comprendre, d'accompagner et de réparer. Deux fils narratifs distincts, mais profondément liés par une même question centrale. Qui protège ceux que la société laisse au bord du chemin? Dans Plus belle la vie, encore plus belle, les inquiétudes se multiplient et les fils narratifs commencent à se resserrer, faisant monter une tension diffuse mais constante. En voyant la photo circuler dans le cadre de l'enquête, Noémie a un choc. Elle reconnaît immédiatement l'homme. Elle affirme qu'il est en cours avec elle. Cette révélation, apparemment simple, fait l'effet d'une alerte silencieuse. L'individu recherché n'est pas une silhouette lointaine ou marginale. Il évolue au milieu des autres, dans un cadre ordinaire, presque banal. Cette proximité rend l'affaire encore plus troublante, car elle rappelle que le danger peut se cacher là où personne ne l'attend. Dans un tout autre registre, Blanche Marcy partage avec Noémie et Vadim les photos qu'elle a prises avec l'appareil laissé par Hector. Les clichés attirent l'attention.
Ils ne sont pas parfaits techniquement, mais ils dégagent quelque chose. Un regard, une atmosphère, une sensibilité. À travers ces images, Blanche ne montre pas seulement des photos. Elle révèle un lien, une continuité, comme si l'appareil continuait de raconter des histoires malgré l'absence de celui qui l'a utilisé avant elle. Mais ce moment suspendu est brutalement interrompu. Blanche reçoit un SMS de Thomas Marcy. Le message est inquiet, presque alarmé. Luna et Martin ont disparu. Les policiers sont passés au Mistral et n'ont rien trouvé. À la lecture de ces mots, l'atmosphère change instantanément. Ce qui était encore un doute devient une angoisse réelle. Blanche comprend que sa décision de les cacher prend désormais une dimension beaucoup plus lourde. Peu après, la tension monte encore d'un cran lorsque Myrta Torres débarque au Mistral. Visiblement à bout, elle commande un porto à Thomas. Son geste est révélateur. Myrta est en stress, morte de trouille, incapable de masquer sa peur. Elle sent que quelque chose de grave est en train de se jouer, que Martin n'est pas simplement absent, mais en danger. Au Mistral, lieu habituellement animé et rassurant, une inquiétude sourde s'installe. Les disparitions, les silences, les regards inquiets composent un climat pesant. Chacun comprend que l'affaire dépasse désormais le cadre d'une enquête classique. Et pendant que certains cherchent à comprendre, d'autres retiennent leur souffle, conscients que chaque minute qui passe sans nouvelles de Luna et Martin rapproche un peu plus le drame. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, le climat se durcit au commissariat, tandis que les tensions personnelles s'enveniment ailleurs, révélant des fractures de plus en plus nettes. Idriss Salem et Ariane Ersan débarquent sans détour dans le bureau de Patrick Nebou. Leur message est clair. Pour eux, Stanislas Daumont leur a fait à l'envers. Les incohérences, son comportement lors de l'attaque, ses initiatives en solo, tout converge vers un malaise qui ne peut plus être ignoré. Patrick Nebou temporise. Il rappelle que Stanislas affiche des états de service irréprochables, un parcours sans faute, difficilement compatible avec l'idée d'une trahison. Pour lui, on ne peut pas balayer un tel profil sur de simples impressions, aussi troublantes soient-elles. Mais Idriss ne parle pas d'accusation formelle. Il précise qu'il ne cherche pas à enquêter à charge. Il ne veut pas désigner un coupable avant l'heure. Ce qu'Idriss veut, avant tout, c'est retrouver Luna Torres et Martin. Vivants. En sécurité. Le reste viendra après. Cette priorité absolue révèle à quel point l'affaire a dépassé le cadre professionnel pour devenir une urgence humaine. Pour Idriss, chaque minute perdue à débattre des responsabilités internes est une minute de trop face à un danger bien réel. Pendant ce temps, sur un tout autre terrain, une tension éclate de manière beaucoup plus frontale. Théo accuse Noémie de lui avoir piqué son idée de mémoire en début d'année. La rancœur est vive, ancienne, et remonte brutalement à la surface. Théo ne cache pas sa colère. Il lui en veut profondément, au point de l'insulter, laissant éclater une violence verbale qui en dit long sur le sentiment d'injustice qu'il nourrit. Ce conflit, en apparence secondaire, souligne pourtant un thème commun à toutes les intrigues en cours. La trahison. Qu'elle soit réelle ou supposée, professionnelle ou personnelle, elle ronge les relations et fait voler en éclats la confiance. Au commissariat comme dans la sphère privée, chacun commence à se demander à qui il peut encore se fier. Et pendant que les soupçons s'accumulent et que les tensions explosent, une absence continue de peser lourdement sur tous les esprits. Celle de Luna et de Martin. Car tant qu'ils restent introuvables, aucune certitude, aucun état de service, aucune querelle annexe ne pourra réellement apaiser les consciences. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête autour de la mort de Greg connaît une avancée décisive, mais laisse derrière elle une question plus troublante encore. Charlotte se rend à la résidence pour informer Steve de la dernière évolution du dossier. Un suspect vient d'être placé en garde à vue. Les analyses ADN ont parlé. Le profil du coupable a été formellement retrouvé sur le balai, l'objet avec lequel la victime a été frappée. L'enquête bascule ainsi du doute à la certitude matérielle. Le responsable est identifié, et il s'agit d'un autre sans-abri. Cette révélation apporte une réponse attendue, mais elle ne soulage pas complètement. Car pour Charlotte, l'essentiel ne se situe pas là où on pourrait l'imaginer.
Elle le dit elle-même, avec cette distance presque clinique qui la caractérise. Son énigme à elle, ce n'est pas le pourquoi. Les enquêteurs s'en chargeront. Ce qui la hante, c'est le comment. Comment une telle violence a-t-elle pu surgir dans un univers déjà marqué par la précarité, la survie quotidienne, l'exclusion? Comment une arme aussi banale qu'un balai a-t-elle pu devenir l'instrument d'un meurtre? Comment une altercation, un geste, une impulsion ont-ils pu dégénérer jusqu'à l'irréversible? Ces questions-là, Charlotte les porte en silence, consciente que la réponse dépasse les simples conclusions d'un rapport scientifique. Face à Steve, cette réflexion résonne avec force. L'affaire de Greg n'est pas qu'un fait divers résolu. Elle met en lumière une violence invisible, tapie dans les marges, là où la misère, la fatigue et l'oubli social créent un terrain explosif. Même lorsque l'ADN parle et que le suspect est identifié, il reste toujours cette zone grise, inconfortable, où la science s'arrête et où commence l'humain. Cette scène referme l'enquête sur le plan judiciaire, mais elle laisse ouverte une interrogation plus profonde. Dans un monde où certains vivent déjà au bord du gouffre, il suffit parfois de presque rien pour que tout bascule. Et c'est précisément ce presque rien que Charlotte, elle, n'arrive pas à ignorer. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, loin de l'agitation du Mistral et des sirènes de police, le temps semble suspendu pour Luna et Martin. Cachés dans la cabane de pêcheurs d'Hector, Luna Torres et Martin trouvent enfin un refuge. Cet endroit isolé, presque hors du monde, leur offre ce que ni la police ni la ville n'ont su garantir jusqu'ici, du silence, du répit, et surtout une forme de sécurité provisoire. Ici, personne ne frappe à la porte, personne ne pose de questions. Ils peuvent respirer. Seuls face à face, ils apprennent à se connaître autrement. Plus comme une grand-mère inquiète et un adolescent en fuite, mais comme deux êtres liés par une épreuve commune. Les mots viennent doucement, sans pression. Les silences aussi. Luna observe Martin, encore marqué par ce qu'il a vécu, mais un peu moins crispé. Moins sur la défensive. Comme si l'éloignement du danger immédiat lui permettait enfin de relâcher la garde. Luna finit par lui confier ce qu'elle ressent vraiment. Elle lui dit qu'elle est heureuse qu'ils soient là, tous les deux, ensemble. Cette phrase est simple, mais elle porte énormément. Elle ne parle ni de fuite ni de peur, mais de lien, de présence, de ce qui compte vraiment quand tout le reste vacille. Martin ne répond pas avec de grands discours. Il esquisse simplement un sourire. Un sourire discret, fragile, mais sincère. Ce geste vaut plus que 1000 mots. Il montre que, malgré le traumatisme, malgré la peur et la menace qui planent toujours, quelque chose en lui commence à se réparer. Cette scène marque une pause précieuse dans une intrigue sous haute tension. Un instant d'humanité pure, où l'on comprend que la protection de Martin ne passe pas seulement par des armes ou des enquêtes, mais aussi par ces moments de connexion, de confiance retrouvée. Dans cette cabane, à l'abri des regards, une chose devient évidente, tant qu'ils sont ensemble, Luna et Martin ne sont plus totalement seuls face à la peur. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête atteint un seuil vertigineux, là où la vérité devient plus dangereuse que jamais. En fin de journée, Idriss Salem se rend sur le chantier où travaillaient les frères Slimani. L'endroit est calme, presque trop. Les machines sont à l'arrêt, les regards fuyants. Idriss s'adresse à l'un des hommes présents et lui annonce une information lourde de conséquences. Ziad Slimani a lui aussi été tué. Cette révélation n'apporte pas de soulagement. Elle provoque au contraire une peur immédiate, presque panique. L'homme se ferme aussitôt. Il refuse de parler. Pas par défi, mais par instinct de survie. Il explique à Idriss qu'il ne peut rien dire, que ce serait trop dangereux. Sa voix tremble lorsqu'il lâche une phrase glaçante, celle qui fait basculer toute l'affaire dans une autre dimension. Selon lui, ils n'arriveront jamais à remonter jusqu'au chef du réseau. Cet homme est intouchable. Et la raison est simple, terrifiante. C'est un policier. Ces mots résonnent comme une déflagration. Jusqu'ici, l'enquête pointait un trafic violent, structuré, impitoyable. Désormais, une nouvelle certitude s'impose. La menace ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle est peut-être déjà à l'intérieur même de l'institution chargée de protéger les témoins et de faire éclater la vérité. Pour Idriss,
c'est un choc. Tout ce qu'il a observé ces derniers jours prend un sens nouveau. Les failles dans la protection, l'attaque contre Martin, les incohérences, les silences, les décisions discutables. Si un policier est réellement à la tête de ce réseau, alors chaque pas en avant devient un risque mortel. Parler, enquêter, soupçonner, tout peut se retourner contre ceux qui cherchent la vérité. La question devient alors inévitable, lourde, obsédante. Qui est ce policier corrompu? Est-il proche de l'enquête? Observe-t-il déjà Idriss sans se dévoiler? Et surtout, jusqu'où est-il prêt à aller pour préserver son pouvoir et faire taire ceux qui savent? À ce stade, l'affaire dépasse le simple cadre criminel. Elle menace de faire imploser la confiance, de retourner les alliances, et de transformer chaque collègue en suspect potentiel. Pour Idriss, une chose est désormais claire. Le danger est partout. Et la vérité, si elle éclate, pourrait coûter très cher. Cet épisode 499 de Plus belle la vie, encore plus belle ne se termine pas sur un soulagement, mais sur un vertige. Car si certaines réponses émergent, elles ouvrent aussitôt des failles plus inquiétantes encore. Luna et Martin sont à l'abri, pour l'instant. Mais leur disparition pèse comme une ombre sur tous ceux qui restent. Leur silence n'est pas un choix de confort, c'est une nécessité vitale. Et tant qu'ils devront se cacher pour survivre, cela signifie qu'un danger continue de rôder, invisible, insaisissable. Au commissariat, les doutes d'Idriss ne sont plus de simples intuitions. Ils deviennent un malaise profond, presque physique. Quand la confiance se fissure à l'intérieur même de ceux qui sont censés protéger, alors plus rien n'est stable. Chaque collègue devient une énigme. Chaque décision, un risque. Et la vérité, au lieu de libérer, menace désormais de tout faire exploser. L'enquête sur la mort de Greg, elle, est officiellement close. Les preuves sont là. Le coupable est identifié. Mais cette résolution laisse un goût amer. Car derrière les rapports et les analyses, demeure une violence sourde, tapie dans l'ombre, celle que l'on préfère ne pas voir. Une violence qui rappelle que certains vivent déjà au bord du gouffre, et qu'il suffit parfois de presque rien pour basculer dans l'irréparable. Cet épisode ne cherche pas à rassurer. Il alerte. Il montre un monde où la protection n'est plus garantie, où les témoins deviennent des cibles, où les frontières entre le bien et le danger se brouillent dangereusement. Et une question s'impose, lourde, obsédante. Si le mal peut se cacher là où l'on se sent en sécurité, alors à qui peut-on encore faire confiance? La suite promet d'être décisive. Car dans Plus belle la vie, encore plus belle, le temps joue contre ceux qui savent. Et la vérité n'a jamais été aussi risquée à révéler.